Julien et Bertrand, on va peut-être commencer par vous, parce que je pense que de par vos métiers, vous avez une vision très globale du secteur. Alors, est-ce que selon vous, la RPA peut s'adresser aujourd'hui à tous les secteurs ? Alors, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. J'ai la chance d'être dans ce milieu-là depuis 9 ans et je pense qu'il y a un problème de compréhension aujourd'hui. On insiste beaucoup sur la banque et l'assurance, qui effectivement représentent 50% des projets en RPA au niveau global. Mais il ne faut pas se méprendre. L'automatisation du processus métier, l'automatisation du poste de travail, ce sont des choses qui se font depuis des dizaines d'années. Avant ça, on faisait du scripting, avant ça, on faisait du batch. Enfin, il y a tout un ensemble de sujets qu'on a traités. Et sur ce sujet de la RPA, je pense que c'est l'émergence de l'acronyme qui aujourd'hui est en train de changer beaucoup de choses avec les plateformes industrielles telles qu'UiPass. Mais pour vous donner des cas concrets, typiquement, on a tout secteur confondu, des entreprises qui ont beaucoup de process, beaucoup de transactions, beaucoup de clients, beaucoup de sous-traitants, tout un ensemble de choses à mettre en œuvre. Et celles-ci, dans divers domaines, sont impactées et ont déployé du RPA. Donc dans l'énergie, par exemple, pour prendre le cas d'une entreprise que je connais bien, quand vous faites 17 millions de déménagements particuliers par an et que ce déménagement prend 27 minutes à la main, vous allez vous poser des questions puisque vous avez plus de 15 000 personnes qui travaillent sur ce process-là. Et grâce à la RPA, vous avez un très grand de l'énergie qui a réussi à faire baisser la charge de 35% à peu près. Vous avez des industries comme les télécoms, où vous avez énormément d'interactions clients, vous avez des dizaines de millions de clients en France. Et de la même manière, pour traiter une demande client, on vous met en attente. Et pendant ce temps-là, l'opérateur ou le gestionnaire ouvre 15 à 20 applications pour pouvoir répondre à son client. Aujourd'hui, toutes ces industries, tous les opérateurs de télécom ont mis en œuvre de la RPA, plutôt de manière front office robot, donc attended, pour ouvrir automatiquement ces applications sur la bonne page. Ça donne du confort, évidemment, aux gestionnaires, mais ça réduit la DMT de l'ordre de 20 à 30%, durée moyenne de traitement d'un appel. Donc c'est relativement significatif. Et pour terminer, on parle beaucoup des grands groupes, j'aimerais parler aussi des startups, puisque vous avez aujourd'hui la capacité pour des plus petites entreprises d'avoir un impact important sur le marché. On prend le cas de Air Refund, par exemple, qui fait de l'intermédiation entre la DGAC et les clients qui seraient insatisfaits suite à un voyage qui s'est mal passé. Aujourd'hui, ils ont robotisé intégralement la capacité à aller déclarer des choses sur un portail de la DGAC avec un nombre de personnes relativement limité. Donc aujourd'hui, ça touche toutes les entreprises du CAC 40 et on pourrait parler d'autres secteurs. On pense au secteur public et puis éventuellement à des plus petites entreprises. Bertrand ? Juste pour compléter, nous, chez Argan Consulting, on est très peu dans le domaine de la banque assurance. Et néanmoins, on est beaucoup sur le RPA. Pourquoi ? Parce que d'autres clients, des secteurs de l'industrie, des secteurs du service, implémentent cette solution de RPA. Au fond, lorsqu'on regarde le RPA, ce n'est pas tant le choix d'un secteur, c'est plutôt le choix d'une fonction, le choix même d'un processus. On en discutait avec Julien, lorsqu'on regarde l'ensemble des fonctions sur lesquelles on applique le RPA, facilement, toutes les fonctions d'entreprise sont concernées. On a eu des beaux exemples de fonctions administratives dans le secteur banque-assurance tout à l'heure. J'aimerais donner d'autres exemples. Dans le secteur industriel, vous avez par exemple des équipes qui vont traiter des demandes clients, le customer service. Concrètement, pour un client industriel, on a développé du RPA sur des cas d'usage de traitement des commandes clients. On l'a appliqué sur des cas d'usage de relance client aussi, voire sur des cas un peu plus financiers de gestion de trésorerie. Donc on est vraiment sur une question de quelle activité au fond est plus éligible qu'une autre au RPA dans une logique de ROI. Je pense que la présentation qu'on a eue avant sur la méthodologie était très convaincante et plus qu'une question, je dirais, de secteur au fond. Alors jusqu'ici, on est resté assez théorique. On va essayer de rentrer un peu dans le concret. Alors concrètement, comment on lance une démarche RPA ? Alors, je pense que la présentation qui a été faite était très pratique. Elle n'était pas théorique, mais c'est vrai qu'on a revu les questions qui étaient postées sur le site et beaucoup de questions étaient au fond sur le comment plus que sur le quoi. Je pense que le quoi a été compris. Je pense qu'on a bien précisé ce qu'était le RPA versus l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'éléments sémantiques qu'il faut préciser, je pense. La première chose, c'était avec l'équipe de management, finalement, de comprendre ce qu'était le RPA. Donc on est passé par une phase, on va dire, d'acculturation, mais assez rapide, à travers des démos, pour expliquer ce que fait la technologie de RPA. De manière très pragmatique,
on s'est réunis avec les managers. Donc là, on est bien au niveau de l'équipe de direction, de la direction super aux opérations pilotée par Nicolas Smet. Et au fond, à travers un workshop durant lequel on a balayé les grands processus de la direction support aux opérations, et sur la base de critères qui étaient précisés tout à l'heure dans le cas concret d'LCL, eh bien, on a sélectionné les processus qui nous semblaient être les plus appropriés. Donc ça, il faut quand même avoir une compétence en RPA pour être en capacité de faire cette présélection. Donc au fond, on s'est focalisé sur 20% des processus, pas plus, parce que je pense que ça ne sert à rien. Et par contre, ce qui est important, c'est une fois qu'on a sélectionné le processus, c'est d'aller sur le terrain pour comprendre concrètement comment ces processus sont exécutés et valider ou pas la pertinence d'une automatisation. Pour ça, il faut le faire quand même avec un bagage RPA. Donc on parlait tout à l'heure dans le cas d'LCL, de l'analyste et puis de l'automaticien, en tout cas la personne qui maîtrise le développement et est certifiée, en l'occurrence sur iPaaS. Et c'est là où on va se rendre compte si un processus, au fond, est éligible. Alors, c'est quoi les critères d'éligibilité? Donc, est-ce qu'on est sur du transactionnel, les fameuses mains? Mais il n'y a pas que ça. Il y a parfois des parties analytiques. On peut automatiser lorsqu'on est sur du booléen, donc des activités analytiques assez simples. Puis, par contre, lorsqu'on rentre sur du cognitif, c'est un peu plus compliqué. Et lorsqu'on est sur du collaboratif, c'est là encore plus. Donc, à travers une grille de critères, eh bien, on va valider, au fond, la faisabilité de l'automatisation. Et c'est important parce que un exemple qui a été cité dans le cas d'un autre client, c'était un processus de customer service. Voilà, on a identifié un processus de customer service à robotiser et toujours dans le cadre de l'identification des cas d'usage, un processus de testing IT. Okay, a priori, les managers en question, sur la base d'une analyse des critères, étaient assez confiants de la capacité à développer ces robots. Mais au fond, lorsqu'on est rentré dans le détail, on s'est aperçu que le cas d'usage Customer Service, il pouvait être développé en 2 jours. Le cas d'usage IT, qui paraissait simple, IT testing, il a fallu 3 semaines pour le développer. Pourquoi? Parce que ce qui ressemblait à un processus facilement automatisable, alors lorsqu'on rentre dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a 4 sous-processus avec de l'analytique, avec des étapes de stop and go, avec du cognitif. Donc c'est très important dans une approche, parce qu'on parle de démarche, de bien cerner les cas d'usage qui vont être prioritaires. Donc du coup, l'observation terrain, c'est une étape obligatoire, on ne peut pas y déroger? On ne peut pas prétendre définir une stratégie ou une roadmap de robotisation sans avoir été confronté à la réalité de ce que fait la personne en manipulant son interface, qu'il s'agisse d'une application web, qu'il s'agisse d'une application et autres. Lorsqu'on a fait l'identification des 20 processus et on a fait cette observation terrain, qu'a dit l'observation terrain? L'observation terrain a montré que sur ces 20% qui étaient présélectionnés, 50% étaient éligibles à l'automatisation. Mais sur ces 50%, au fond, on a identifié 3 paquets. Des automatisations simples, qu'on pourrait qualifier de quick win. Donc en gros, en 2 jours de développement, on pouvait remplacer les mains du collaborateur, pour faire simple. Des processus qu'il était nécessaire de normaliser, voilà, parce qu'il y a tout un enjeu de standardisation quand même, parce que le robot exécute une tâche, et il ne peut pas y avoir trop de variantes de cette tâche-là. Et puis un 3e paquet qui sont des processus plus complexes, pour plusieurs raisons. Soit parce qu'on a besoin de les rationaliser, de les standardiser justement pour être en capacité de les robotiser, soit parce qu'il y a beaucoup d'interactions dans ce processus-là, beaucoup de parties prenantes dans un processus, ce qui arrive très souvent parce que les processus sont transverses à l'entreprise, soit parce que la technologie aujourd'hui n'est pas encore complètement au point. Il faut savoir que les technologies aujourd'hui sont en plein développement, et je pense qu'on aura un exemple tout à l'heure lorsque UiPath nous présentera l'évolution de sa techno. Il y a des choses qu'on peut simplement robotiser et d'autres, notamment, on parle souvent de traitement automatique de documents, que ce soit des RIB, on a fait des tests sur du traitement de RIB, ou des images qui sont ossarisées.
C'est très compliqué à l'heure actuelle. Donc oui, il y a beaucoup de développement, d'intelligence artificielle et autres, mais il faut comprendre aussi le champ des possibles des technologies. Alors ça ne veut pas dire que ces activités-là, on les met de côté. Ces activités-là, elles sont dans la roadmap de robotisation. Mais ce n'est pas les premières qu'on va robotiser, parce qu'on va attendre que UiPath, par exemple, va délivrer des nouvelles fonctionnalités, notamment avec AbiWi FlexiCapture ou ce genre de choses qui nous permettront de robotiser ces tâches. Oui, je pense qu'effectivement, sur ce point-là, il est important de rappeler un point, c'est assister un humain. Aujourd'hui, un humain, il est mal équipé pour traiter 450 data points avec 250 règles métiers. Moi, j'ai des cas où, effectivement, sur un diagnostic par rapport à une opération, la réalité compliance, marketing et ainsi de suite, c'est réellement ça. C'est-à-dire que pour savoir si on peut fermer le compte d'un client dans certaines industries, si on suit le mode opératoire, c'est ça. L'opérateur humain, il n'y arrivera pas. Littéralement, il faudra imprimer une matrice, aller chercher l'information dans toutes les applications et puis vérifier. Et en gros, il lui faudra une journée pour décider pour un client. Donc, il se repose sur quoi? Il se repose sur son expérience. Et en fait, le problème de l'expérience, c'est le biais cognitif. En fait, quelqu'un qui a 10-12 ans d'expérience, il va vous dire « je fais ça au doigt mouillé parce que ça fait 10 ans que je le fais ». Mais dans les faits, il met peut-être l'entreprise déjà dans une situation qui n'est pas la bonne. Il va dire au client quelque chose qui lui paraît correct, mais qui peut poser problème. Et là, une solution comme la RPA, notamment sur les solutions de front office robot, peut assister en donnant la bonne réponse au bon moment, en ayant fait une analyse a priori, enfin, ou en général plutôt en back-end, pour redonner du temps à l'humain. Et je pense que tout le sujet autour de la RPA ou l'automatisation au sens large, on a bien tous en tête, et les médias les premiers nous parlent beaucoup d'autonomie et donc de back-office robot et donc de fermes de robots qui vont détruire de l'emploi et ainsi de suite. Mais si on reprend juste l'assistant virtuel, et on voit bien aujourd'hui des différences de vocabulaire, donc on parle de front office, de back office, d'assistant virtuel, d'assistant autonome et ainsi de suite. Si on reprend l'assistant virtuel qui est là pour augmenter l'humain, on a une capacité extrêmement importante à travailler. On va parler de où est-ce qu'on peut appliquer la RPA. Si on prend des images, aujourd'hui, l'assistant front office robot, c'est un outil. Il va aider l'opérateur humain. Si vous devez aller couper une forêt, vous y allez plutôt aujourd'hui avec une tronçonneuse et vous n'y allez pas avec un cure-dent ou d'autres choses ou un couteau en silex. Donc, si on prend ces images-là, on voit bien qu'il y a des outils, et aujourd'hui, ça ne nous viendrait pas à l'idée de s'en débarrasser. Si vous avez un lave-vaisselle à la maison, essayez de vous en passer quelques temps, ça risque de poser problème. Ça, pour moi, c'est l'image de l'assistant front office robot. Et puis, vous avez le côté autonome qui, effectivement, comme Stéphane Le Brumont de LCL a pu le dire, n'est pas toujours une option. Et l'idée, c'est bien, comme on a pu en parler aussi, la meilleure intégration possible sur un process de l'humain avec la machine. Et on y va de plus en plus. Effectivement, les fonctions cognitives qu'on va ajouter aujourd'hui sur une solution comme UiPath ou d'autres, via des best-of-breed, alors on va parler de Watson et ainsi de suite, qu'on intègre très facilement sur du UiPath, elles sont là pour remplacer l'humain quand c'est possible sur une fonction plutôt verticale aujourd'hui. Donc on va parler de NLP, on va parler de NLG, on va parler de machine vision et ainsi de suite. On sait bien que tous les éditeurs de RPA vont en ajouter de plus en plus. On sait déjà les intégrer dans les solutions quand c'est possible, mais encore une fois, plutôt sur des actes très limités, des tâches au sein d'un processus sur lequel on a besoin de l'assistance de la machine. Et la machine n'est pas tout le temps là pour remplacer complètement l'opérateur humain. Je pense que demain, les radiologues de demain, il y a des cas qui sont expliqués, ils sont assistés d'une machine qui les prévient, qui leur indique « moi, ma compréhension est celle-ci, puisque je peux lire 12 000 niveaux de gris, là où ton œil ne le permet pas ». Est-ce que demain, ça veut dire qu'il n'y aura plus de radiologues du tout? Je ne pense pas, je pense que les métiers vont évoluer, et ça, on le voit bien. En revanche, l'évolution des métiers, elle est relativement rapide, et l'intégration de cette technologie, c'est ça qui aujourd'hui, je pense, crée un choc, puisque la transformation des entreprises se fait extrêmement rapidement, l'adoption du RPA aussi. Là où si on prend d'autres exemples qu'on a pu nommer tout à l'heure, on est passé du cheval à la voiture, les maréchals ferrants forcément ont eu peur pour leurs emplois, mais ça s'est fait sur des dizaines d'années. Et aujourd'hui, on n'en est plus là avec l'adoption de l'IA et de la RPA. On est sur un rythme d'adoption extrêmement rapide, avec un passage de proof of concept ou d'expérimentation à réellement aujourd'hui des factories RPA qui se créent. Donc le cas du LCL est un bon cas, avec une méthodologie, avec des équipes, avec des hommes. On a besoin de licences, on a besoin de machines, et je reviens souvent sur la notion d'homme, parce qu'en fait, le plus coûteux et le plus complexe à mettre en œuvre, c'est cette bonne intégration de la machine dans l'entreprise et cette relation de l'humain avec la machine. C'est pas vraiment l'essence UiPath, et j'ai pas de part chez UiPath, mais
que ce soit UiPath ou d'autres sujets. C'est vraiment l'organisation qu'on va mettre autour. C'est une nouvelle façon de travailler et il faut s'y adapter petit à petit, effectivement. Mais on a parlé tout à l'heure du fait d'être un peu un marché suiveur en France. Il y a des marchés qui sont en avance, il y a de très belles opportunités. Et globalement, je pense que tous les grands groupes aujourd'hui le disent. 57% des Global 2000 ont indiqué dernièrement dans un sondage il y a 2 semaines que la RPA serait le premier levier d'optimisation des coûts opérationnels, le premier levier devant le cloud, devant l'IoT, devant tout un ensemble de sujets, devant la data science et ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, on est vraiment au tout démarrage d'une très grande vague. Je le disais, ça fait 9 ans que j'y suis et je pensais qu'on était en forte croissance. Mais on voit bien une accélération avec aujourd'hui un impact très fort de la RPA, réel, concret, un peu plus que d'autres technologies qui sont encore pour l'instant toujours restées au stade de l'expérimentation. Alors, dernière petite question. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui à la RPA pour que justement ce soit massivement déployé dans tous les secteurs? Alors moi, je vais donner quelques retours d'expérience. Sur les projets qu'on a rencontrés, un des enjeux, c'est la formation des RPA développeurs. Je pense qu'aujourd'hui, on va tout de suite aller chercher des informaticiens, des développeurs. Mais vous savez que les solutions comme UiPath, elles ont ce gros avantage que si vous n'êtes pas développeur .NET ou Java, vous pouvez néanmoins faire de très beaux développements sur cette interface. Donc en fait, on a démocratisé au fond le développement avec des solutions comme UiPath et le Studio. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on a des problèmes pour trouver un informaticien comme RPA développeur au sein de l'équipe, eh bien, on a cette capacité à reskiller des gens et à les former. À partir du moment où ils sont bons en logique, vous avez dans les entreprises des gens qui sont des geeks de macro Excel, macro Word. Et ces gens-là qui connaissent le business process et qui ont une appétence pour apprendre le développement, c'est des candidats idéaux pour être formés et ensuite porter le développement de la robotisation au sein de l'entreprise dans le cadre d'un centre d'excellence ou bien si on a une autre gouvernance avec ces RPA développeurs qui sont encore plus proches du business. Ouais, je ne vais peut-être pas faire plaisir à UiPath pour le coup, mais je pense quand même qu'il y a une vraie compétence aujourd'hui. On le voit, il y a un manque de compétences et c'est pas facile de trouver des gens qui font du RPA. Et on parle de reskilling. Nous, on a fait l'expérience. C'est vrai que quand on prend quelqu'un qui a quand même un background technologique, un background de programmation, il va gérer les exceptions beaucoup mieux que quelqu'un qui n'en a pas. Et aujourd'hui, la RPA, ça n'est ni plus ni moins qu'une succession d'exceptions. On a vu tout à l'heure, on disait si le robot ne sait pas, il s'arrête. C'est une exception. Mais s'il a un cas en attente, il n'est pas question que votre robot il se mette en arrêt et qu'il faille attendre que quelqu'un vienne le faire jouer manuellement. Il faut qu'il reprenne son cas et qu'il se remette dans un état initial qui lui permette de passer la transaction suivante. Il y a un point qui, moi, aujourd'hui, me gêne un petit peu, c'est que justement, dans ce reskilling, on dit tout est possible. Je pense que tout est possible jusqu'à une certaine échelle. Quand on veut faire vraiment de l'industriel, et on parle aujourd'hui de robots RPA qui vont faire 500, 600 000 transactions financières par jour, avec quand même des enjeux relativement importants, on ne peut pas se permettre de dire je suis désolé pour certaines fonctions métiers, mais j'ai pu prendre quelqu'un de cette fonction et il a pu se reskiller pour faire un robot. Autant l'approche workflow et tous les outils qui sont mis en place par UiPath aident, effectivement, il y a une facilité de monter en compétences qui est beaucoup plus grande qu'à une certaine époque où on devait coder ces robots à la main. Mais il y a quand même, je pense, un état d'esprit à avoir avec un mindset, et on en parlait tout à l'heure sur l'analyste. Je pense qu'effectivement, l'analyste, il doit se mettre dans cette position de dire qu'est-ce qui peut mal se passer unitairement à chaque geste. Je vous donne un exemple. Il faut ouvrir le portail web d'un partenaire. On peut dire OK, next step, mais en fait, tout peut arriver. Le portail web n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bloquant? Est-ce que c'était du best effort? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on alerte? Et ainsi de suite. Et tout ça, toute cette gestion d'exceptions et d'erreurs, c'est effectivement le binôme analyste et développeur, qui est une nouvelle manière de travailler. Moi, je reviens sur la culture de l'entreprise. On voit bien un schisme entre IT et métier historique. Je pense que ici, ça vous fera tous sourire. Mais on sait bien qu'il y a des frictions et c'est pas un secret. Pour moi, la RPA, c'est aussi une opportunité de dire on va réconcilier ces deux métiers, puisqu'en fait, ils sont censés travailler ensemble, donc dans une team. Et pour ceux qui sont fans d'agilité, on va parler d'une team, d'une équipe, sur lequel on se met d'accord sur un goal, une cible et un objectif commun. Et à partir de là, on fait tout
pour y arriver. Et pour moi, la RPA, c'est moche de dire ça. Je pense qu'en quelque sorte, c'est l'opportunisme de dire on peut arriver à automatiser. À l'origine, on parlait de shadow IT, les gens faisaient ça dans leur coin avec des macros et ainsi de suite. C'est plus de l'opportunisme, c'est de l'industrialisation, mais en rechangeant, je pense, la culture de l'entreprise pour arriver à ces moyens-là. Juste un dernier point, on parle souvent d'expérience client et il y a un autre concept qui est extrêmement intéressant, c'est l'expérience employée. Et je pense qu'en quelque sorte, la RPA, c'est ça. C'est pour une fois, on peut se tourner sur l'employé et de fait, ça va avoir une influence sur les clients en améliorant le temps de traitement et ainsi de suite. Donc ça, c'est un concept qui est assez essentiel. Et l'autre point, parce que je pense qu'on n'en a pas du tout parlé ce matin et j'aimerais juste qu'on revienne sur un sujet, on parle tout le temps d'optimisation ou d'automatisation de l'existant. Il faut imaginer que demain, avec une puissance et une force de travail digitale, vous puissiez faire des choses que vous ne faites pas aujourd'hui. Et ça, c'est de la RPA prospective. Malheureusement, on se focalise beaucoup sur l'optimisation des coûts opérationnels, mais on ne se dit pas, si demain j'avais 100 personnes en plus, qu'est-ce que je pourrais faire? On a aujourd'hui, avec un de nos clients, une très belle opportunité sur le sujet. On ne va pas donc embaucher 100 personnes. C'est quelque chose qui était demandé par les métiers depuis 12 ans. C'est un service qui est pour l'entreprise avec impact direct sur les clients, qui n'existe pas dans aucune autre des banques en question, et qui va amener quelque chose d'assez exceptionnel pour l'entreprise. Et ça, moi, je suggère quand même à tout le monde de se poser aussi ces questions-là, c'est-à-dire qu'il y a l'existant et puis il y a ce qu'on n'a jamais fait. Et dans ce qu'on n'a jamais fait, avec les nouveaux moyens technologiques, y compris la RPA et la digitalisation au sens large, on peut aller beaucoup plus loin. Ça augmente le champ des possibles et je pense qu'il ne faut pas se limiter uniquement à l'existant aujourd'hui, notamment pour avoir un impact sur le marché.